Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce mercredi, la libération provisoire de Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clé d'Orsène. Ils ont été arrêtés lors des dernières manifestations dans l'affaire Ousmane Sonko à Dissar. Dépollution de la baie de Hann, les travaux sont en cours mais suscitent des controverses. Les quartiers environnants veulent faire partie du projet de restructuration et d'assainissement. Le ciment et le fer coûtent actuellement plus cher, une hausse des prix à l'origine de l'arrêt de certains chantiers. Le consommateur sénégalais craint un impact sur le prix du loyer. Reportage à Guédiawaye à suivre dans cette édition. Guy Marius Sagna est donc sorti de prison. Il a bénéficié d'une liberté provisoire au même titre que Assane Diouf et Clé d'Orsène. Maître Moussa Sarr, avocat de Guy Marius Sagna, salue une démarche qui consolide le retour à la paix. Miguel Maramdia l'a joint tout à l'heure. Mon client Guy Marius Sagna vient de bénéficier de la liberté provisoire, ça fait un moment. Le juge a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire. C'est un sentiment de satisfaction. D'abord parce que Guy n'a jamais commis une quelconque infraction. Deuxièmement, ça permet de consolider la paix, la cohésion sociale et la concorde nationale. Donc c'est une excellente nouvelle pour Guy Marius Sagna, sa famille, ses amis, mais également pour le peuple sénégalais. J'en appelle à l'État du Sénégal. Il faut que l'État du Sénégal prenne les dispositions pour faire respecter la liberté d'expression, la liberté de manifester. C'est extrêmement important dans un État démocratique. Il faut que l'État prenne les dispositions pour garantir l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de manifester. Parce qu'il arrive de temps à autre qu'il y ait des atteintes concernant ces libertés-là. Et c'est vraiment regrettable pour un État qui se veut démocratique, un État qui prétend être une démocratie majeure. C'est pas admissible. On doit travailler à banaliser la marche dans ce pays, à prendre les dispositions pour encadrer ceux qui veulent exercer leur liberté de manifester. À charge également pour ces citoyens, s'ils violent la loi, d'être sanctionnés. Et nous en parlions dans nos précédentes éditions. Ce rapport sur la mendicité des enfants au Sénégal, un rapport qui révèle un bénéfice de 5 milliards de francs CFA par an au profit des maîtres coraniques. Vous vous posez sans doute cette question. Pourquoi tous les programmes jusque-là élaborés pour lutter contre ce phénomène n'ont produit aucun effet? Des réponses avec Mamadou Dieng. Le projet de retrait des enfants de la rue est mis en œuvre depuis 2016. Le gouvernement a ainsi élaboré un plan qui semble peiner à cerner la problématique. Le phénomène de la mendicité des enfants perdure dans les rues de Dakar. Cela s'expliquerait par la résistance de certains lobbies. Il y a des forces qui sont tapées dans l'ombre et qui constituent un lobby pour barrer toutes ces initiatives-là qui veulent mettre fin à cette pratique. On ne peut pas être dans un pays et à chaque fois que les gens prennent des initiatives pour améliorer les conditions de vie et d'existence de nos enfants, qu'un groupe se mette en avant pour dire non, pour bloquer toute cette dynamique-là. 1500 enfants ont été retirés de la rue pendant la période de la Covid-19. Une mauvaise appréhension du projet accentuerait également la mendicité des enfants. Au cours de ces opérations, vraiment, nous ne sommes pas bien compris parfois par les populations, ce qui fait que nous sommes bloqués. Et parfois, nous sommes même victimes de violences de la part des populations qui ne comprennent pas et qui vraiment nous rendent un peu la tâche très difficile. Cet atelier vient en son heure. Il va permettre de booster la communication autour de la lutte contre la mendicité des enfants. Cet atelier vient en son heure parce qu'il nous permettra de mettre en place des activités de communication qui vraiment nous permettront d'être bien compris par la population et de ce fait, elle va nous accompagner dans nos actions. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui que l'État mette en place un projet zéro enfant dans la rue et au moment de retirer ces enfants-là, nous sommes confrontés vraiment à des difficultés. Des chercheurs sénégalais ont produit un rapport selon lequel la mendicité des enfants génère 5 milliards chaque année. En 2010, une étude menée par Human Rights Watch a estimé le nombre d'enfants mendiants à plus de 50 000.
La rencontre africaine des droits de l'homme et les comités départementaux de projet de l'enfant conjuguent leurs efforts pour d'abord renforcer la capacité des acteurs en communication, ensuite éradiquer le mal de la mendicité des enfants à la racine. Mamadou dit informer les acteurs dans la communication pour un changement social. C'est aussi un autre objectif de cette rencontre entre acteurs de la société civile. Et voici donc Mme Konatioy, secrétaire chargée des programmes enfants de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Les acteurs de la société civile sont en train de faire une introspection pour dire où est-ce qu'on doit renforcer nos interventions, nos actions. C'est pour cela qu'en collaboration avec le comité départemental de protection de l'enfant, qui est un des mécanismes mis en place par l'État du Sénégal, nous avons pensé qu'il était nécessaire quand même de former les acteurs sur la communication pour arriver à un réel changement social. En termes de changement de pratique, mais également en termes d'appréhension de la problématique en tant que telle. Aujourd'hui, on est là réunis pour qu'ensemble, en considérant les réalités ou les spécificités locales, qu'on puisse, après analyse profonde de la problématique, qu'on puisse arriver à identifier des actions concrètes en termes de communication. L'actualité de ce jeudi nous emmène à présent à Anne, c'est pour parler environnement. Lancés en septembre 2020, les travaux de dépollution de la baie commencent à susciter quelques polémiques auprès des populations locales. Des quartiers comme Anne Marinas et Isra souhaitent faire partie des opérations d'assainissement sur place à Boutedissao avec Barasso. Ce projet de la dépollution de la baie de Anne, entamé depuis plusieurs mois maintenant, n'est pas du goût des riverains. Les désagréments causés par ces travaux jugés inadmissibles. S'y ajoute que le projet passe par les cités Anne Marinas et Isra, sans pour autant que ces localités en bénéficient. Cet environnementaliste et riverain désapprouve la méthode. Nous sommes confrontés à un problème avec le projet de dépollution de la baie de Anne, notamment avec la société que l'ONAS a mandatée pour exécuter les travaux. Alors, il se trouve que cette structure ne dispose pas d'entrepôt. Nous avons informé l'autorité locale, le maire notamment, qui n'est pas au courant et qui n'a pas délivré d'autorisation. Donc on a fait venir la gendarmerie de l'environnement qui a effectivement arrêté les travaux. Et je vais souligner en même temps que ce projet qui passe devant nos portes, les quartiers de Cité Isra et Marinas ne sont pas inclus dans le projet. Cette Badianougor abonde dans le même sens. Elle demande la correction de cette aberration à ses yeux. Nous sommes fatigués des vidanges et c'est décevant. Ce projet passe par nos quartiers sans qu'on en bénéficie. Nous ne pouvons pas concevoir cette aberration. La moindre des choses, c'est que nos quartiers soient également branchés à ce projet. En attendant de trouver une solution à cette affaire, les autorités compétentes ont mis fin aux travaux. Et les rues de Touba sont en train d'être assainies. Les travaux devraient s'achever en juillet prochain. D'après le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, Ababakar Ndiaye était en visite de chantier à Touba où nous retrouvons Gorandaklo et Tchernofaye. À hauteur de 9 milliards de francs CFA, le programme d'assainissement des villes lancé par le gouvernement du Sénégal connaît des avancées notoires dans les communes de Touba et Mbaké, d'où la visite du directeur général de l'Office national de l'assainissement dans la cité religieuse pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux effectués par l'ONAS. Nous avons aussi 50 édicules publics que Touba a bénéficié et Mbaké, dont 25 à Touba et 25 à Mbaké. Donc pour dire un peu vraiment donc l'importance de la communauté au niveau tout simplement donc de Touba et de Mbaké. Alors les travaux sont presque à plus de 85%. Donc cela veut dire que d'ici en fin juillet, on va terminer
donc tout simplement en quelque sorte ce projet des 10 villes au niveau de Touba. Ce qu'il faut noter aussi, il y a un autre aspect de l'assainissement, il y a la gestion des eaux pluviales. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, nous avons un projet, surtout donc dirigé par la direction de l'exploitation et contrôle de l'Office national du Sénégal, qui a fait des réalisations, donc beaucoup de stations de pompage, donc évidemment même des stations de pompage qui sont enterrées, pour montrer un peu l'importance tout simplement donc du drainage des eaux pluviales. Une visite magnifiée par les autorités municipales qui entendent pérenniser leur partenariat avec l'Office national de l'assainissement. Cette agglomération ou bien cette co-urbanisation mérite d'être accompagnée, surtout dans des projets structurants comme celui-ci. Nous exhortons aussi les populations de Mbacké et de Touba de s'approprier à ce projet, qui est un projet structurant, qui, chaque année, quand les communes et l'État mettent un peu de moyens, ils pourront en faire bénéficier beaucoup de Sénégalais. Venu représenter le calife général des Mourides, Serigne Moussa Moustapha Mbacké profite de l'occasion pour sensibiliser davantage la population de la cité sainte de Touba. Nous devons préserver ce bijou. Personne n'ignore que Touba rencontre d'énormes difficultés en période d'hivernage, raison pour laquelle j'invite la population à veiller sur ces canaux d'évacuation des eaux pluviales. À Touba, le directeur général de l'ONAS a rencontré les responsables en charge de l'assainissement pour mettre en place une stratégie afin de résoudre d'éventuelles inondations en période d'hivernage. Merci beaucoup, Goranda Chloé. Cette nouvelle concernant l'habitat, le comité technique chargé de la révision des codes de l'urbanisme et de la construction vient de démarrer ses travaux. C'est en vue d'harmoniser les dispositions de la loi et les besoins du moment. Les précisions de Babacar Seck. Les travaux du comité technique chargé de la révision des codes de l'urbanisme et de la construction ont été lancés pour mettre à jour ces derniers qui ne sont plus en harmonie avec les mutations socio-économiques, technologiques et climatiques. Les derniers codes de l'urbanisme et de la construction, respectivement adoptés en 2008 et en 2009, se révèlent aujourd'hui, avec l'usure du temps, désuets et méritent d'être révisés. La révision de ces deux corps de règles intrinsèquement liés au-delà de l'usure du temps, se justifie par les bouleversements engendrés par l'urbanisation galopante et les mutations socio-économiques, technologiques et climatiques que connaît notre pays. La réforme sera non seulement l'occasion de faire le toilettage des textes, mais aussi et surtout de combler le vide juridique qui caractérise certaines notions et méthodes urbanistiques en cours et être ainsi en phase avec le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2A du PSE. La complémentarité entre le ministère de l'Urbanisme et celui des Finances et du Budget va contribuer à doter le pays des meilleurs espaces urbains et ruraux conformes aux meilleurs standards. La gestion du foncier implique entre autres acteurs les services de l'urbanisme, les services du cadastre et les services des domaines, mais aussi celles des collectivités territoriales. C'est pourquoi toute mise en œuvre d'une politique foncière requiert nécessairement une approche holistique. Votre démarche traduit pleinement cette vision et nous permettra très certainement d'éviter les conséquences des erreurs du passé dans le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Selon le ministre Abdoulaye Sow, la révision des codes de l'urbanisme et de la construction devrait permettre de corriger les manquements, de combler les insuffisances et d'instaurer des techniques novatrices à même de répondre aux besoins actuels. Et en attendant les conclusions ou les résultats de ces travaux, sachez que le prix du ciment et du fer connaît actuellement une hausse depuis quelques semaines. Et sur le terrain, Mamadou Lamine Fati a pu constater que des chantiers sont à l'arrêt. Les conséquences de cette hausse des prix pourraient également impacter le loyer. Voici le reportage réalisé à Guédiawaye. L'augmentation des prix du ciment et du fer inquiète les entrepreneurs en bâtiment. Certains ont même arrêté leur chantier en attendant d'y voir plus clair. Le chantier qui est là, son propriétaire refuse d'acheter du ciment tant que le prix reste à 70 000. Donc il préfère arrêter les travaux et on ne sait même pas quand le prix va baisser.
De 62 000 francs, le ciment est passé à 70 000 en moins de 3 mois. Une situation qui pose d'énormes problèmes à cet entrepreneur. Pour faire des travaux, on fait un budget prévisionnel. Avec cette flambée, le bilan est faussé. La tonne du ciment qui augmente jusqu'à 70 000 au lieu de 62 000 francs. 8 000 francs de plus, c'est trop. Les conséquences de cette flambée des prix du ciment et du fer vont forcément se répercuter sur le coût du loyer, nous dit cette personne du nom de Ngagne Faye. Si le prix du ciment ne baisse pas, nous n'allons jamais construire de maison. Nous resterons des locataires à vie. En dépit de la compréhension des propriétaires, avec ce que je vois, rien n'ira pour nous. Et pourtant, des solutions existent selon l'entrepreneur Modou Faye. La solution est que les autorités doivent revoir la situation. Avec ces 3 cimenteries, l'État a forcément une solution. 3 usines de cimenterie au Sénégal. Et pourtant, le prix du ciment et du fer n'est toujours pas maîtrisé. Une situation qui pousse entrepreneurs, locataires et ceux qui veulent construire à se poser des questions. De la météo dans ce journal, Anassim annonce un vent fort sur la petite côte et au sud du pays à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, jusqu'au samedi, le vent et la pêche ne font pas bon ménage, on le sait. Alors je vous propose d'aller faire un tour à Soumbédioune à la rencontre de quelques pêcheurs. Ngordjouf Sédinambaye. Les pêcheurs ont amarré leurs pirogues. La clientèle est à la recherche de poissons de bonne qualité. L'ambiance est bientôt au rendez-vous. Nous sommes à Soumbédioune. Ces pêcheurs accordent une importance capitale aux informations de la météo. Bon, nous accordons une importance assez particulière à cette journée mondiale de la météorologie parce que la météo joue vraiment un rôle primordial actuellement dans les activités que nous menons en tant que pêcheurs. Parce que c'est à partir de ces informations que nous partons en mer et nous revenons dans de très bonnes conditions. Pour aller en mer et revenir en toute sécurité, ces pêcheurs adoptent des méthodes pour alerter leurs collègues. Pour eux, le drapeau national a une autre utilité dans le milieu maritime. Bon, ça fait presque à peu près, je crois, une dizaine d'années. On avait un atelier avec l'ONG USAID Comfish sur la sécurité en mer. Bon, on était en train de voir comment faire pour lire les informations de la météo au niveau des plages. Ce capitaine de pirogue qui prépare son embarcation fustige l'attitude de certains pêcheurs qui font la sourde oreille face à ces informations. Les informations météorologiques, nous les écoutons chaque jour dans les radios ou à la télé. N'empêche, certains sont certes au courant, mais ils font toujours la sourde oreille. C'est pourquoi il y a toujours des accidents. Personnellement, je m'informe vraiment. Pour bien maîtriser les outils préventifs, les pêcheurs nouent des partenaires pour mieux être formés au mode d'utilisation. Ce n'est pas tout le monde qui savent lire des messages écrits, donc on s'est référé à une chose beaucoup plus traditionnelle et puis beaucoup plus maniable. Chaque fois qu'on met le drapeau vert, ça montre que aujourd'hui le temps est favorable, on peut aller en mer. Et si c'est le jaune, on dit qu'il y a précaution, attention, il y a danger, donc la route en revenant. Donc, si c'est le rouge, c'est une alerte. C'est une alerte, il y a danger. Soit il y a une houle dangereuse, ou bien il y a du vent dépassant plus de 40 km à l'heure. La météorologie, une science qui étudie les phénomènes atmosphériques, les nuages, les vents, les houles dangereuses, est une partenaire fondamentale pour les pêcheurs. Et à Saint-Louis, plusieurs femmes s'activent dans la transformation de produits halieutiques. Un travail à la chaîne qui demande beaucoup d'investissements personnels, mais surtout financiers. Et c'est justement ce qui manque à ces dames. Elles souhaitent être appuyées pour mener à bien leurs activités. Correspondance dans le nord du Sénégal, Momar Alisnian, Mokhtar Sek. Les femmes qui s'investissent dans le secteur de la pêche artisanale ont choisi ce mardi pour célébrer la journée mondiale de la femme. Elles ont profité de leur mobilisation
pour interpeller les autorités sur un certain nombre de difficultés par rapport à leur activité. Le REFEPAS demande aux autorités en charge du secteur de la pêche de prendre en compte les demandes des femmes du secteur de la pêche dans l'accès aux fonds de financement sans aucune discrimination. D'œuvrer pour l'autonomisation des femmes du secteur de la pêche afin de les permettre de contribuer, de jouer leur rôle dans le développement socio-économique du Sénégal. D'intégrer le REFEPAS dans toutes les instances de prise de décision dans le secteur de la pêche artisanale. De diligenter la signature du décret organisant la transformation artisanale des ressources halieutiques. De prendre en compte l'aspect genre dans les projets en cours dans le secteur de la pêche et faire bénéficier aux femmes des programmes de renforcement de capacités pour leur permettre de développer leur organisation. Ces professionnels de la pêche artisanale veulent aussi être dotés d'équipements adéquats pour la valorisation des produits halieutiques. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information tout de suite avec Cheikh Hassan Fall. On se retrouve demain dans le 1945.